Donc, juste pour vous donner un peu l'idée de à quoi ressemble une note de jour. Donc, quand la secrétaire a appelé, monsieur n'était pas au rendez-vous, elle a fait le téléphone, monsieur a oublié. Ça arrive souvent que les patients oublient. Les patients appellent le matin puis ils cancellent parce qu'ils sont malades. C'est pas on travaille avec une clientèle âgée, donc ça va arriver. Donc, les notes de jour vont ressembler à ça. Évidemment, chaque organisation a, je dirais, sa propre formule, sa propre façon de faire. C'est correct de ça, mais ça va répondre au règlement de toute façon. Peu importe la façon que c'est fait, ce n'est pas vraiment un problème. Là, chaque organisation va avoir développé ses propres mécanismes. En ce qui est trait à la note de jour, super important. L'ordre maintenant nous oblige à indiquer les mesures de protection COVID-19 qu'on utilise dans nos cabinets lorsqu'on voit chaque patient. Je vais vous donner un exemple. Lorsque, chez nous, par exemple, moi, j'ai créé une note COVID-19 qu'on ajoute à chaque note de dossier quand on a vu le patient. Désinfection de salle, utilisation de masques et de plexiglas et de gants. T'sais, la note, nous, elle est déjà faite parce que l'ordre, lorsqu'on a réouvert les cliniques le 1er juin, nous obligeait d'inscrire quels moyens sanitaires on utilisait. Donc, dans notre cas, c'est les moyens qu'on utilisait. Donc, j'ai créé une note d'emblée, fait que c'était protection COVID pour être sûr qu'il faut l'ajouter à chaque note de jour, c'est obligatoire. Donc, dans nos dossiers, la note de jour, ça, c'est important, mais ça, c'est ça. Est-ce que ça va rester? Est-ce que ça va être temporaire là, dans notre pandémie? Fait qu'on n'a pas le choix de continuer de l'écrire, mais éventuellement, est-ce qu'il y aura des assouplissements où on n'aura peut-être plus l'obligation de l'inscrire? Peut-être que oui, peut-être que non, mais pour l'instant, c'est obligatoire. Donc, normalement, on va retrouver dans tous les dossiers page avec renseignement nominatif, feuille de route avec note de jour et paraphée, certificat d'appareillage ORL audiologiste ou médical, l'évaluation auditive, l'historique de cas, le COSI, le RECD, le RER. Je dis COSI, ça peut être un questionnaire maison. Là. Chaque organisation a ses propres questionnaires. On est capable de retrouver le relevé d'honoraires, la facture, la fiche INSI des prothèses auditives, puis tous les documents concernant les différents agents payeurs. Mettons, la CNESST, ça va être les communications qu'on a avec la CNESST. La RAMQ, ça va être la même chose. Donc, si on a besoin de l'attestation d'emploi parce qu'il y a le droit binoral, on va voir tout à l'heure, il y a le droit binoral, une attestation de fréquentation scolaire. Donc, là, quand on va voir les organismes payeurs, on va voir chacun tout ce qu'on a besoin d'avoir comme document. Oui, Jessie? Oui, le relevé d'honoraires, je me rappelle plus c'est quoi. Je sais que ça rapporte. La facture au patient. OK. Oh, la facture qu'on fait aux patients pour les prothèses. OK, c'est pas l'affaire avec la RAMQ ou la CNSST, là, ce qu'on change. Attends. Ben oui, ça peut être aussi. Oui, c'est parce qu'ils appellent ça un relevé d'honoraires. Je vends une prothèse au privé, je fais une facture. Ça s'appelle un relevé d'honoraires. Je fais une facture à la CNESST, au DVA, à la RAMQ. Je vais faire une facture, c'est un relevé d'honoraires. Je dois être capable de retrouver à l'intérieur de mon système informatique. Je ne suis pas obligé d'en avoir une copie papier. Par exemple, avec le logiciel AudioClick, pour le patient XYZ, je suis capable de retrouver ce relevé d'honoraires-là. Ce n'est pas un problème. Le relevé d'honoraires, pensez que c'est une facture, soit à l'organisme payeur, soit en privé. Il faut juste être capable de le retrouver. Merci. Oui. Du coup, c'est la facture de la vente ou c'est la facture des réparations qu'on fait après? La facture de vente, la facture du service au client. Donc, tu as vendu une prothèse, tu as vendu un embout, à la rigueur, tu as vendu des piles, tu as fait une réparation que tu lui as chargée, c'est ça un relevé d'honoraires. C'est la facture que je transmets au client, pas la facture que je reçois du manufacturier. Et que ça n'a pas l'air clair dans tes yeux, Fauzi, non? Toi non plus, c'est pas clair, Nico? Non, j'étais juste en train de dire que c'était jamais clair dans les yeux de Faou, mais moi, ce que je voulais savoir, au fond, c'est que le relevé d'honoraires, justement, éventuellement, là, que ça fait un patient que, je veux dire, ça fait plusieurs années, mettons, que tu as le même patient, il va avoir plusieurs relevés d'honoraires. Tu vas avoir oui, tout à fait. la facture de ses prothèses, la facture des batteries, facture de nettoyage. Et c'est pour ça qu'on n'en fait pas une copie papier qu'on met dans le dossier physique quand on a un dossier physique. Il est dans son dossier informatique. Fait que le patient veut faire une réclamation à ses assurances.
Moi, j'ai des patients que j'ai des factures depuis, ça fait quoi, ça fait une douzaine d'années, une quinzaine d'années qu'on utilise AudioClick à la clinique. Moi, j'ai des patients j'ai des factures de 10, 12, 15 ans qui sont listées, puis je suis capable de sortir n'importe quelle facture au moment où il en a besoin. Son assurance, il ferait une réclamation à son assurance. Son assurance voudrait une plus vieille facture. On l'a dans son dossier, c'est pas un problème. C'est qu'on soit capable de retrouver le relevé d'honoraires, c'est la facture qu'on fait au client. Puis comme tu dis, c'est un patient qui achète 8 fois par année des piles, il vient pour 2 contrôles semi-annuels, ça fait 20 ans qu'il est chez vous, bien, c'est sûr que tu as peut-être 50 relevés d'honoraires dans son cas. Mais le relevé d'honoraires, je vous dirais, quand le comité d'inspection va faire une inspection, il ne regardera pas les factures de batterie, il va regarder la facture que tu as faite de la prothèse. Et est-ce que le relevé d'honoraires de la prothèse contient les éléments au niveau de la garantie, du numéro de série, de la marque, du modèle, du genre? C'est ça qu'ils vont regarder. Et on va le voir un peu plus loin dans le code de déontologie. Le relevé d'honoraires doit contenir des éléments précis et c'est détaillé. Et les systèmes informatiques, que ce soit peu importe celui qui est utilisé par les organisations, respecte ce règlement-là. C'était fait en conséquence. Là, il n'y a pas de, ça ne m'inquiète pas en soi. Donc, on devrait retrouver tout ça. Comme je disais, les documents concernant l'agent payeur, c'est là quand on va tomber sur les agents payeurs dans le dernier tiers, là, on va vraiment voir, on a quand même soit des numéros de référence, soit des numéros de patients, des numéros de clients pour être capable de communiquer avec ces différents agents payeurs-là qui sont quand même importants. On doit tenir à jour chaque dossier jusqu'au moment où il cesse de rendre des services à ce patient-là. On doit conserver chaque dossier. Le règlement nous dit qu'on doit conserver chaque dossier pendant au moins 5 ans à compter de la date du dernier service rendu. À l'expiration de ce délai, un audioprothésiste peut procéder à la destruction du dossier en s'assurant de préserver la confidentialité des renseignements qui y sont contenus. Le règlement dit 5 ans, la régie nous oblige à les garder 10 ans. La régie peut revenir 10 ans en arrière. Moi, je vous dirais souvent les dossiers physiques, quand ils sont bien scannés, les dossiers physiques, on ne les a pas, mais les dossiers informatiques, on peut les garder ad vitam aeternam, là, ce n'est pas un problème. Mais si vous avez que des dossiers papier, le 5 ans, la RAMQ nous oblige 10 ans, gardons-les 10 ans. Et ça, ça date à partir du dernier service rendu. Donc, si le patient est décédé en fin de semaine, j'ai rendu un service vendredi, il faut que je garde le dossier, moi, pendant 5 ans. Je ne rendrai pas de service pendant les 5 prochaines années. Là. Il ne reviendra pas à la vie. Là. Mais c'est pas je suis obligé. J'ai l'obligation de garder le dossier pendant 5 ans. Si c'est un patient RAMQ, je vous dirais qu'il faut les garder 10 ans. Mais le règlement de l'ordre, c'est 5 ans. Donc, puis souvent, quand on fait, c'est que on scanne nos dossiers, puis on les déchiquette tout simplement, puis par la suite, on allume nos foyers avec les banderoles de papier déchiqueté. Ça fait du bon papier pour allumer le feu. Hein. J'ai essayé à un moment donné de faire ça, on n'avait pas déchiqueté des dossiers, puis j'amenais des dossiers pour les brûler, puis ça ne marche pas. C'est trop épais comme dossier, trop de papier, ça ne fonctionne pas. Fait qu'il y a Shreddit, puis il y a plein de compagnies qui viennent faire ça. À un moment donné, quand on a déménagé le bureau, nous autres, il y a à peu près 5 ans, on avait des dossiers qui avaient 10-15 ans qui étaient dans le grenier. J'avais à peu près 40 boîtes de dossiers, des Banker Box à faire déchiqueter. Ça fait venir Shreddit, qui a sacré ça dans la déchiqueteuse. Ça a pris 1 heure. Avoir fait ça à la main, ça aurait pris 3 mois. Donc, on doit conserver ces dossiers dans un local ou un meuble auquel le public n'a pas librement accès, pouvant être fermé à clé ou autrement. Je voudrais que fermé à clé, on va voir souvent dans des cliniques où les patients n'ont pas libre accès. C'est une pièce à part. C'est un local où on va avoir des filières, mais le client n'a pas accès là, c'est dans le secrétariat, c'est fermé. On va dans les cliniques médicales, par exemple, et souvent, ils ont les dossiers, mais c'est comme dans le secrétariat, c'est fermé, tu n'as pas accès. Je ne suis pas obligé d'avoir quelque chose qui verrouille. Ton bureau, tu barres ton bureau le soir quand tu pars, mais tu n'as pas accès de façon spécifique. Les clients n'ont pas accès. J'ai mis une voûte de banque, il ne faudrait peut-être pas exagérer, mais c'est... Lorsqu'un patient retire un document du dossier qui le concerne, l'audioprothésiste doit insérer dans ce dossier une note signée par ce patient indiquant la nature du document et la date du retrait. Écoutez, presque en 30 ans de pratique, ça ne m'est jamais arrivé. C'est plutôt les patients veulent des copies de leur dossier. Ou à la rigueur, s'ils veulent les originaux, pensez toujours à une chose. Les dossiers appartiennent aux patients. Vous tenez un dossier au nom du patient, donc les originaux leur appartiennent. Vous pouvez avoir des copies.
souvent, les patients vont nous laisser les originaux, mais ils peuvent garder les originaux puis on peut avoir des copies si ça leur appartient. Ce qui arrive, c'est que les patients veulent avoir des copies de leur dossier. Ce n'est pas un problème, on peut leur faire des copies. Un patient m'a demandé la copie de l'intégralité de son patient parce qu'il faisait une réclamation à la CNESST. On se demande toujours, il veut une copie intégrale de son dossier avec les notes de jour. Là, tu dis, OK, j'ai une plainte qui m'attend au comité de discipline ou au syndic. Puis le patient avait dit non, il dit, je fais une demande à la CNESST, puis c'est pour voir depuis le temps, je suis ici, pas de problème, tu y fais. Le dossier lui appartient. Le dossier lui concerne, donc il a accès à tous les documents. On va voir à un moment donné, dans le code de déontologie, à l'accessibilité, s'il y avait un document, vous allez m'attendre juste une petite seconde, les copains. Ça ne sera pas très long. Alors, excusez, c'était du maudit niaisage. Parce que j'attends un appel important, c'est pour ça. Je suis désolé. Donc, lorsqu'on retire, il faut laisser comme une espèce de papier signé du patient. S'il retire complètement, mais d'habitude, c'est des copies que le patient va demander. Donc, lorsqu'un audioprothésiste est membre ou est à l'emploi d'une société, ou lorsqu'il est à l'emploi d'une autre personne, il peut utiliser les dossiers tenus par cette société ou cet employeur et y inscrire les éléments ou renseignements mentionnés au premier alinéa de l'article 3. Donc, tout ce qu'on doit consigner au dossier relativement aux personnes concernées par les services qu'il rend. L'audioprothésiste doit alors signer au paraphé et dater tout renseignement qu'il consigne. S'il ne peut le faire, il doit, conformément à la présente, tenir un dossier pour chacun de ses patients. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, Nicolas? Ça, au fond, c'est-tu qu'aussitôt qu'on travaille dans la même boîte qu'un autre audioprothésiste, on a accès à tous les dossiers de ses patients, même si ce n'est pas les nôtres, puis on peut faire des changements dessus? Oui, tout à fait. C'est que en fin de compte, c'est que lorsque vous travaillez pour un audioprothésiste, peu importe qui il est, vous allez avoir des patients qui ont probablement déjà des dossiers, donc vous avez accès à ces dossiers-là. Si l'audioprothésiste vous refuse l'accès à ces dossiers-là, c'est un signe que vous ne devriez peut-être pas travailler pour lui. C'est louche. Et si jamais ça arrivait, c'est que vous allez devoir constituer un dossier pour chacun des clients que vous avez vus. C'est un peu ridicule parce que ça va créer des doublons, qui est un peu con. Mais normalement, vous n'aurez pas, pour ceux qui ont travaillé dans les cliniques cet été, vous aviez accès au dossier. Vous n'étiez pas, même si vous travaillez comme agent, vous avez travaillé comme, peu importe ce que vous avez fait cet été dans les cliniques, vous avez eu accès au dossier. Ils n'ont pas dit non, il faut que tu crées un dossier à part, c'est ridicule. En tout cas, s'il y a des organisations qui le font, c'est libre à eux. Tout le monde fait ce qu'il veut dans la vie, tout le monde est libre. Mais tu ne créeras pas 3-4 dossiers parce que tu as 3-4 audioprothésistes qui travaillent dans le dossier. Ça devient un peu barbant comme situation. Mais si tu n'avais pas accès au dossier, il faut que tu en constitues. C'est ça que ça veut dire. Dans le fond, oui? C'est un long texte pour dire que tout le monde peut regarder le dossier. C'est ça, mais si tu n'y as pas accès, ou si on ne t'y donne pas accès, tu es obligé de constituer un dossier. Donc, avec ouverture de dossier, c'est ça que ça veut dire. C'est que si la personne ne te donne pas accès à ces dossiers. Quelle personne? L'audioprothésiste, tu travailles avec moi, Jean-François, puis je ne veux pas que tu touches à mes dossiers. Mais tu vois un de mes clients, mais je ne veux pas que tu touches à mes dossiers. Tu devrais prendre la fuite de ce bureau-là. Parce que c'est pas rien qu'un anguille sous roche, c'est le monstre du Loch Ness en dessous du 0,3. C'est pas je ne te donne pas accès à mes dossiers. Ton obligation comme audioprothésiste, parce que pensez une chose, que vous soyez employé, associé, propriétaire, vous avez les mêmes obligations, vous êtes audioprothésiste. Et vous ne pouvez pas vous défendre derrière le fait « Ah non, mais moi, je suis juste employé. » On s'en fout. Vous êtes audioprothésiste. Employé ou non, vous avez les mêmes obligations. Ce qui fait qu'on travaille ensemble, Jean-François, et je ne veux pas que tu aies accès à mes dossiers. Donc, à chaque patient que tu verrais, tu as l'obligation de constituer un dossier pour consigner ce que tu as fait. Donc, avec les mêmes ouvertures de dossier, tu dois avoir l'audiogramme, tu dois avoir ça. Tu demandes un transfert de dossier à l'intérieur du même bureau. Je ne connais pas de clinique qui fait ça, là. C'est pas. Mais ce règlement-là était là pour parer ça. Parce que probablement que dans l'ancien temps, ça a déjà existé. Parce qu'il y avait des audioprothésistes louches à l'époque. Oui, Jessie? Qu'est-ce qui arriverait si on a accès au dossier puis qu'on voit qu'il y a des choses qui n'ont pas d'allure puis qu'on est inspecté par la suite? Est-ce que c'est notre responsabilité quand même ou c'est celle de l'autre audioprothésiste? Demain, le comité va faire la part des choses. Si tu vois des affaires louches,
quand tu es assez à l'aise pour en parler avec ton patron, avec l'audioprothésiste, ce qui n'est pas mauvais, c'est toujours un peu, ça peut être un peu awkward, là, ça peut être un peu bizarre. C'est normalement, à moins de tomber dans une clinique louche, il y en a, ça existe. Mais c'est toujours bien de partager. Écoutez, le comité d'inspection professionnelle fait quand même un bon travail à ce niveau-là. Tous les audioprothésistes sont inspectés. Je vais te donner un exemple, Jessie. Tu commences à travailler l'an prochain dans une clinique, ils viennent t'inspecter, mettons, en novembre l'année prochaine. Et là, tu as pris un dossier, mais toi, tu as commencé à mettre tes notes à partir de juin. Mais tu ne peux pas être responsable de ce qui a été fait avant, tu n'étais pas là. Donc, c'est ceux qui vont être capables de... honnêtement, là, ce qu'ils font là, dans le dossier, là, quand l'inspection vient, les dernières inspections, ça va changer. Les dernières inspections que j'ai eues, moi, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils regardaient avec la secrétaire puis les 10 derniers rendez-vous de livraison que j'ai eus. C'est ces dossiers-là qu'ils voulaient voir. Donc, ce que j'avais fait, est-ce que j'avais mon certificat, mon audiogramme, mes recommandations, mes courbes, est-ce que j'avais tout ce qui était nécessaire à l'intérieur du dossier? Donc, c'est ça qu'ils vont vérifier. Parce que le but, c'est de s'assurer qu'on respecte le règlement. Donc, ils ne prendront pas. Puis évidemment, ils vont lire le dossier puis ils vont vérifier un paquet d'autres patentes dedans. Mais s'ils en regardent 10 puis il y a des trucs bizarres dans les 10 dossiers, il en manque 10 autres. OK, ça va pas bien. Normalement, après quand ils ont vérifié 10, d'habitude, ça va quand même assez bien puis ça va assez rondement là, dans le bureau. Nicolas, tu avais la même... Excuse-moi, Jessie. C'est la même chose si, admettons, tu pars en vacances puis il y a quelqu'un d'autre qui travaille sur ton dossier puis que c'est le tien depuis le début. C'est la même chose, ils vont vraiment y aller... oui, parce que tu t'arrêtes. Oui, parce que tu marques tes initiales. Donc, c'est toi qui vas... Oui, tout à fait. S'il y a quelque chose qui n'est pas correct, ils vont faire une intervention auprès de cet audioprothésiste-là. Je vais te donner un exemple. Chez nous, on peut être 4 à travailler dans un dossier. Ils vont être capables de démêler ce qui est Patrice Pelletier, ce qui n'est pas... Mais d'habitude, dans les cliniques, honnêtement, c'est relativement uniformisé. On est 4, les notes se ressemblent beaucoup. C'est très... c'est des différences parce qu'on n'écrit pas tous de la même façon. Mais on va retrouver les mêmes éléments. On est capable... Il faudrait vraiment que ça soit un peu particulier. Oui, ils sont capables de faire la part des choses. Oui, Nicolas? Advenant qu'on tombe dans une situation, comme tu viens de le dire, au fond, qu'un audioprothésiste ne voudrait pas te donner accès au dossier du patient qui existe, mettons, depuis 6 ans. Est-ce que tu dois remarquer, parce qu'à l'ouverture du dossier, tu marques-tu la date de 6 ans ou tu vas marquer la date? Non, tu rouvres un nouveau dossier. Tu n'as pas le choix. OK. Ça serait une place que je vous dirais, travaillez pas là parce que si ça commence louchement, pas un mot, là, avec les dossiers, là, il y a plein d'autres patentes qui sont bizarres. Fait que c'est pas une bonne place. Donc, ce règlement-là veut dire que normalement, tout le monde partage les dossiers, mais si jamais il arrivait que vous n'ayez pas accès au dossier, il faut en constituer un. Cabinet de consultation et maintien des équipements. La présente action s'applique au cabinet de consultation où un audioprothésiste exerce à son propre compte ou pour le compte ou à l'emploi d'un audioprothésiste ou d'une société d'audioprothésistes, ainsi qu'aux équipements qu'un audioprothésiste y maintient. Oui, c'est la société qui s'occupe des équipements, mais si vous arrivez dans un cabinet de consultation et qu'il n'y a pas de kit d'impression, ça serait peut-être bien d'avoir un petit spectacle pour dire, écoute, ça prend ça, c'est obligatoire. Un audioprothésiste doit isoler son cabinet de consultation de façon à ce que l'identité et les conversations des personnes qui s'y retrouvent ne puissent être perçues de l'extérieur du cabinet. Je veux apporter votre attention pour ceux qui rénovent des bureaux, ceux qui font des belles choses, puis mettent des murs vitrés, des portes vitrées, des vitres dans les salles de consultation, puis tu passes dans le corridor, tu veux savoir qui est assis dans la salle de consultation, givrer les fenêtres. J'ai déjà été faire de la supervision de stage, puis la porte n'allait pas jusqu'à terre, tout était en verre, tu étais assis dans la salle d'attente, tu savais qui t'es vu, qui c'était pas, il n'y avait rien de... Puis pour les mesures d'insertion, je vous dirais que quand tu attends toujours le téléphone du secrétariat sonner, c'est pas toujours l'idéal. C'est juste de faire attention à ce qu'on choisit. J'ai déjà été faire une supervision de stage. En se promenant sur le trottoir, on savait qui était assis dans la salle de consultation. C'est un peu moins bon, je vous dirais. J'avais suggéré à l'audioprothésiste, fais donc placer du givrage dans tes fenêtres. Je veux bien croire que tu veux la lumière du jour, là, mais il ne faut pas qu'on voit dedans. Il ne faut pas qu'on soit capable d'identifier. C'est toujours... La confidentialité va jusque-là. Donc, on doit aménager près de son cabinet de consultation une salle d'attente.
Là, maintenant, les salles d'attente sont plutôt très bizarrement faites. Là. Et de réception, ainsi qu'une salle d'entreposage de prothèses auditives et des pièces d'équipement servant à l'expérimentation, la pose, l'ajustement et la réparation de prothèses auditives. Donc, la salle d'entreposage, on parle plutôt du laboratoire qui souvent contient tous nos produits. Important, quand vous êtes sur la liste d'attente, si vous mourrez sur la liste d'attente, ben, contactez-nous pour annuler votre rendez-vous avant, s'il vous plaît. Juste rigolo sur le... Donc, tu es obligé de... Puis ça, tu es obligé d'avoir une salle d'attente, tu es obligé d'avoir une salle de réception et une salle d'entreposage et d'isoler tes salles de consultation. Écoutez, la majorité des bureaux de consultation sont faits différemment. Tu vas avoir un coin café, tu vas avoir une salle d'attente. Tu n'as pas de... les salles de consultation peuvent être multifonctionnelles, tu peux avoir beaucoup de choses, mais minimalement, tu es obligé d'avoir ça. Les cabinets de consultation d'un audioprothésiste doivent être munis d'un otoscope et d'un nécessaire d'empreinte. Ce qui veut dire que ça vous semble la base, là, mais c'est obligatoire. Tu es obligé d'avoir minimalement un otoscope et un nécessaire d'empreinte à l'intérieur du cabinet. C'est obligatoire. On doit avoir aussi un audiomètre. Un bureau qui n'a pas d'audiomètre, je ne comprends pas pourquoi. Puis 2, c'est obligatoire. Donc, tu es obligé d'avoir un audiomètre. Si l'audiomètre doit disposer d'un système nécessaire pour les tests de son peu et d'intelligibilité. Oui, Jean-François? Est-ce que la cabine est facultative? Est-ce que ça pourrait être juste un casque d'écoute? Oui, ça pourrait être une salle qui est bien isolée avec des inserts, ça fait. La cabine ne l'est pas. On a tous des cabines parce que des audiologistes viennent tous travailler dans nos bureaux. Là. Fait qu'on a tous une cabine, mais non, la cabine n'est pas obligatoire. Tu pourrais avoir... Moi, je connaissais des audioprothésistes qui avaient fabriqué une salle de consultation aussi insonorisée qu'une cabine insonorisée, qu'une cabine audiométrique. Qui avaient vraiment fait les trucs en conséquence. Donc, c'était autant plancher, puis eux autres, leur système d'audiométrie était là. Puis ça convenait. C'était pas, tu pouvais calibrer la salle comme une cabine, puis ça faisait. Mais la cabine n'est pas obligatoire. Mais on en a tous dans nos bureaux. Il n'y a pas personne qui n'a pas de cabine, à peu près pas. Il y a des audiologistes qui viennent travailler dans nos bureaux. Donc, on doit disposer d'un système nécessaire pour les tests de son peu et d'intelligibilité. La présentation des tests d'intelligibilité doit se faire au moyen d'un magnétophone, d'un lecteur de disque compact, d'un microphone ayant un rapport de signal sur bruit d'au moins 50 décibels et plus. C'est le règlement. Maintenant, beaucoup, par exemple, d'audiologistes vont utiliser soit des listes MP3, par exemple, avec un lecteur MP3 sur leur téléphone ou des choses comme ça, ou le test d'intelligibilité, on le fait de vive voix, avec nos différentes listes mono et dissyllabiques. On doit être également muni d'un analyseur électroacoustique de prothèses auditives comportant un enregistreur graphique et pouvant analyser le rendement des prothèses auditives, ainsi que d'un système permettant d'évaluer le rendement prothétique à l'oreille. Entre guillemets, ça vous prend un audioscan, ça vous prend un Infinity, ça vous prend, peu importe la marque, il y a plusieurs modèles d'appareils qui font ça. Ça prend un analyseur électroacoustique, puis ça te prend pour faire des mesures d'insertion. Peu importe la marque, tu es obligé d'avoir ça dans ton bureau. C'est parce qu'à l'époque, quand le règlement avait été fait, c'est que les analyseurs électroacoustiques, ça venait avec une espèce de petit papier thermal. En tout cas, c'était beaucoup plus complexe que ce qu'on fait maintenant pour faire les tests. Et ça prenait aussi un système d'évaluation pour le rendement prothétique à l'oreille du patient. On ne peut pas mettre de marque, mais c'est tout ce qui est nécessaire aux mesures in situ et in vivo. Maintenant, c'est tout, que ce soit un Unity, par exemple, que Signia vend, que ce soit un interacoustique, que ce soit peu importe la marque. C'est que souvent, on a les deux liés ensemble. Un Axiom, un Benefit 2, peu importe. Donc, c'est nécessaire. On se prend une petite pause. Il a été 53. On se revoit dans 10 minutes. Faites-vous un peu du Marvel rechargeable? Oui. J'ai Les trouvé grosse, par chargeurs. exemple. Pardon? J'ai trouvé grosse. Les prothèses, oui. Oui. Puis les chargeurs sont chiens. Ah oui, ils sont pas. Je les ai jamais vus en vrai, les chargeurs. Parce que les chargeurs, faut que excusez le terme, il faut que tu pines la prothèse dans le chargeur, puis un patient qui a moins de dextérité va avoir de la misère à la sortir. Alors que si tu vas, par exemple, chez Signia, où c'est juste un contact, les prothèses sont beaucoup plus minces. Les X là, sont beaucoup plus minces. C'est pas la différence entre la rechargeable Signia
et la non rechargeable Signia 312, il y a 1 mm de différence. C'est des bonnes prothèses. Marvel, ils ont peut-être changé le design avec la nouvelle Paradise là, qu'ils vont lancer le 12 septembre. Mais oui, on en a fait. Ils ont envoyé, j'ai lu ça en dînant tantôt, ils ont envoyé le demi, elle est quand même Ah, plus ben là, moi, je ne grosse vais pas au bureau depuis un bout, là, fait que j'ai pas vu le. Elle est quand même plus grosse que la Pure Charge and Go. Oui. Elle est dodue, genre. Oui, dodu, la pile qu'ils mettent dedans, c'est comme si le circuit qu'ils mettent autour de la pile vient faire que ça ressemble beaucoup plus à une pile 13, par exemple. Mais c'est sûr qu'une pile rechargeable avec lithium-ion, les Moment qui ont sorti leur solution aussi, là, avec les rechargeables chez Widex, les prothèses sont. Fanac a tendance à faire des prothèses un peu plus dodues que les autres manufacturiers. Évidemment, Unitron aussi parce que c'est le petit frère. Ils consomment beaucoup les prothèses, peut-être pour ça. La pile est peut-être juste physiquement plus grosse pour compenser. Ou c'est le design qu'ils ont fait dedans. Là. De toute façon, ça t'offre toute la journée, c'est pas vraiment un problème. Là, pour ça. On a quand même beaucoup de solutions rechargeables. C'est pas vraiment un problème. Ma question, c'était le chargeur en tant que tel. Est-ce que c'est bien, mis à part qu'il est dur à clipper? Ben, c'est bien parce que un voyageur ou un... Oui, ça fait bien parce que surtout que tu es capable d'avoir un power pack dedans. Tu sais, quelqu'un qui part en camping, par exemple, pendant une semaine, ben, tu charges ton power pack, tu charges tes prothèses et tu es capable d'avoir au moins 3 recharges supplémentaires avec le power pack. Fait que c'est intéressant. Il sert de déshumidificateur parce que tu es capable de mettre une pastille à l'intérieur du chargeur. C'est intéressant aussi pour ça. C'est une belle grosseur. Ils ont un petit chargeur. Pendant qu'ils ont 2 chargeurs, ils ont le chargeur petit et le chargeur plus gros. Le petit ne tient pas de charge, par contre? Non, tu n'es pas capable d'avoir de power pack, effectivement. Ben, tu te traînes une batterie à part, puis tu es capable de recharger avec. Moi, j'ai des accus là, pour mes cellulaires, puis mon cellulaire et ma tablette. Fait que c'est le même type de branchement. Fait que tu pourrais maintenir une charge avec un accumulateur externe que tu branches, parce que c'est un mini USB que tu branches dans le chargeur. Fait que tu pourrais le faire. Il y a moyen de se dépanner, même de faire la recharge dans la voiture, par exemple, avec un fil adapté aux 12 volts ou si tu as une prise 1500 watts dans la voiture. Il y a quand même moyen de trouver une façon de faire. Mais oui, on en a fait du camp Marvel. En fin de compte, ça a commencé avec la ODO-B, les rechargeables. On en a fait à partir de là. Puis là, par la suite, on a eu toute la séquence de recharge qui est arrivée sur le marché. Juste le fait de pouvoir pitcher le chargeur dans un sac de voyage sans avoir peur de le casser, comparativement au chargeur Signia, c'est déjà un plus. Pas de le casser, c'est pas... Tu sois dur avec tes affaires, là. C'est pas de le casser. T'sais, même ceux avec les stilettos sont quand même bien faits. C'est pas ça se recharge. Oui, mais le gros blanc pour les Pure, je le trouve cheap. J'aurais peur de le briser. Non, c'est assez solide. On en a fait de la rechargeable chez Signia, là, puis il est correct. Il ne cassera pas. J'ai vu cette semaine que les nouvelles stilettos vont charger sur le case chargeur. On va pouvoir juste le mettre sur un tapis de recharge comme pour les téléphones, puis ça va charger. Il n'y a plus besoin de le brancher. C'est exact. Oui. On s'en va de plus en plus vers ça, où à un moment donné, on va être capable de le faire avec les prothèses directement. Parce que Signia avait déjà développé cette recharge magnétique-là. Les premières Pure Charge & Go qu'ils avaient fait, qui étaient les Célions à l'époque, reculé il y a 4-5 ans, on faisait juste glisser les prothèses dans le chargeur, puis c'était par magnétisme, ça se rechargeait. Le principe d'un Power Mat, par exemple, comme pour nos téléphones ou nos AirPods ou peu importe, ils l'avaient déjà mis en place. Donc, on continue. Donc, l'étalonnage de l'audiomètre, de l'analyse électroacoustique, du champ libre s'il y a lieu, de la cabine, évidemment, de l'appareil d'analyse de prothèse ou du rendement doit être fait une fois par année. C'est obligatoire. Et on doit envoyer une copie à l'ordre à chaque année. À chaque année, là, comme ça, ça va arriver bientôt. Là, ça va arriver. Il faut prendre des rendez-vous, là, puis il vient la personne. Il y a plusieurs compagnies qui le font. Puis les gens viennent, puis ils calibrent tous nos appareils. On a tous les certificats, puis il faut nous envoyer une copie à l'ordre à chaque année.
Et si on ne fait pas l'étalonnage, c'est automatiquement une condamnation comme toute discipline avec les frais. Ça doit monter à peu près à 1500, 2000 que ça doit coûter. C'est automatique, il n'y a pas de passe-droit, ça fait assez longtemps que c'est obligatoire. Donc, c'est ça. Puis on a tous nos étalonnages. On doit veiller à ce que les équipements rencontrent toujours les standards définis, puis les mesures d'asepsie conformes aux normes scientifiques généralement acceptées doivent être suivies par les audioprothésistes. Évidemment, pour éviter les dangers de contamination, je vous ai mis le guide. Je vous ai mis 2 guides dans les ressources. Le guide d'asepsie que l'Ordre a fait il y a à peu près 1 an et demi et le guide de reprise des activités en audioprothèse du 1er juin, où on avait des mesures sanitaires supplémentaires à prendre. Donc, ça vous permet de voir un petit peu où est-ce qu'on en est rendu dans ce type de normes-là. Et c'est ce qu'on applique de façon très, très rigoureuse là, à ce niveau-là. Donc, nos normes d'asepsie font partie du règlement. On doit afficher notre permis à la vue du public, donc notre permis de pratique, que ce soit dans nos salles de consultation ou dans la salle d'attente. Les gens doivent le voir. Également, dans la salle d'attente, il doit y avoir une copie du code de déontologie des audioprothésistes et également une copie du règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes. Sur chacun de ces 2 règlements-là, il doit être inscrit l'adresse du siège social de l'Ordre des audioprothésistes. Moi, ce que je fais, c'est que je fais plutôt un cahier relié avec tous les règlements, puis je le mets dans la salle d'attente. Là, présentement, dans la salle d'attente, il ne l'est pas parce qu'il n'y a aucune revue dans la salle d'attente. Nous, les salles d'attente sont fermées. Mais on doit avoir ça, là, avec les mesures sanitaires, pour éviter que tout le monde taponne. Écoutez, je me suis désabonné aux journaux, aux revues, machin. Il n'y a plus rien qui rentre au bureau. Et du coup, Patrice, cette loi-là va tendre à disparaître, vu qu'à cause des mesures sanitaires qui... Oui, bien évidemment, ça va falloir s'adapter. Là, on est comme dans des mesures sanitaires. Éventuellement, il y aura peut-être comment je peux vous dire ça, des mesures d'allègement qui vont arriver, mais tout ça, on doit concorder. Mais là, présentement, c'est les mesures sanitaires. C'est le code de déonto. Et ça, le code de déontologie puis le règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes, c'est le code des professions qui l'exige. Tous les autres professionnels ont ça dans leur code, dans leur règlement, c'est obligatoire. Mais évidemment, on n'a plus de... les chaises sont tournées, ne pas vous asseoir, il n'y a plus de revue, il n'y a plus rien. Mais là, évidemment, on est comme dans une bulle. Je ne vais pas utiliser ce mot-là, là, parce que la NBA l'utilise, le hockey l'utilise. Mais c'est pas... On est comme... Là, on est dans des mesures spécifiques. Mais normalement, en temps normal, si un jour on revient dans des temps normaux, code de déontologie, procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes, c'est les 2 règlements qui doivent être dans la salle d'attente et consultables par les patients. Et dessus, il doit y avoir une copie. Il doit y avoir l'adresse de l'ordre. Écoutez, je vous raconte, l'inspection professionnelle vient au bureau. Et si quelqu'un était parti avec le cahier des règlements dans la salle d'attente, quand le comité est arrivé, puis il me demande, il est où ton cahier des règlements? Je dis, il est là, j'ai cherché, quelqu'un était parti avec. J'avais l'air d'un gros épée. Fait que j'ai eu comme, vous devez avoir, dans ma lettre de recommandation, vous devez avoir. Je l'ai imprimé tout de suite, là, au moment où il était là. Je le fais relier. C'est pas, il est boudiné, mon cahier des règlements. Attachez-le avec une chaînette. Ouais, des fois, les gens partent avec une chaînette. Donnez-moi juste une petite seconde. C'est beau, excusez-moi. Donc, oui, l'attacher avec une chaînette, mais ça ne me tente pas de faire des trous dans le meuble, dans la salle d'attente. Je le trouve beau, notre meuble. Fait que c'est comme... Est-ce que la personne a ramené ensuite le cahier ou... Jamais, Naïma, jamais. Je l'ai refait faire un autre. Il n'y a pas eu le choix. D'ailleurs, Naïma, on aimerait ça que tu le ramènes, s'il vous plaît. Outre les éléments décoratifs, un audioprothésiste peut afficher ses diplômes à la condition qu'ils aient un rapport avec l'exercice de la profession. Ça peut être intéressant que vous ayez un doctorat en philosophie, mais ce n'est pas super pertinent à la profession. Vous ayez un certificat en gérontologie, ça pourrait l'être. Vous avez un diplôme d'études collégiales en éducation spécialisée, pourquoi pas? Vous avez quelque chose qui se rapporte. Mais d'habitude, on évite d'encombrer. Moi, je sais que des audioprothésistes inscrits, avant, on recevait des espèces de diplômes de l'APAC. Là, ils affichaient ça dans leur bureau. Là, ils sont membres de IHS, puis du AAA, puis tout ça. Puis who cares? Là, c'est pas, tu payes une cotisation. C'est vrai, t'es pas meilleur parce que tu fais partie du AAA, là, puis tu fais partie de... faut que tu sois membre de l'Ordre des audioprothésistes du Québec. Fait que, c'est pas... Par exemple, ceux qui gagneraient le prix Raymond Lantaigne, donc qui est remis au meilleur étudiant académique, de l'afficher dans la salle d'attente, c'est bien. Ce genre, puis c'est quand même... Mais les diplômes, il faut que ça ait un rapport. Moi, j'ai déjà été dans des bureaux de consultation, faire de la supervision.
tu as l'impression que l'audioprothésiste veut en jeter aux oreilles, aux yeux du patient. Finalement, c'est un cancre de la pire espèce. Là. Mais il est membre de n'importe quelle association. C'est juste pour voir s'il ne met pas sa carte de membre CA dans sa salle de consultation. Ça va être beau, là, le clown. Mais ça, je vous dis ça là, mais ça, j'ai gardé ça en moi. Je n'y ai pas dit que je le trouvais un peu épais. J'ai gardé ça en moi, puis c'est comme c'est bon, je suis politiquement correct, c'est pas. Mais quand j'ai fini la supervision, je suis arrivé dans l'auto, je me suis dit, qu'est-ce qui est épais? Mais bon, un audioprothésiste doit afficher sur les lieux de son cabinet de consultation les heures d'ouverture, ses heures régulières d'ouverture. Évidemment, il faut comprendre que souvent, ça va être soit une affichette qui va être placée dans la porte d'entrée, ça va être soit un écran lumineux qui va inscrire les dates les heures d'ouverture, mais il faut que ça soit indiqué puis la majorité, ce qu'on voit dans beaucoup de cas, c'est que ça va être indiqué sur une affichette qu'on va avoir tendance à changer quand il arrive le congé des fêtes. Quand il arrive, par exemple, la fermeture à la fête du travail, bien, on met une affichette, on fait ce travail-là, puis souvent, bien, on va, durant l'été, par exemple, comme nous autres, à la clinique, durant l'été, le vendredi, on ferme à 4 heures. Mais à partir de l'Action de grâce, on ferme à 17 heures. Les horaires changent. Fait qu'on c'est plutôt une affichette qui est fait que c'est affiché, on est ouvert de telle heure à telle heure, tel jour à tel jour. Donc, si on s'absente de son cabinet de consultation pour plus de 2 jours ouvrables consécutifs, on doit prendre les mesures nécessaires pour informer les personnes qui tentent de le joindre durant la durée de son absence. Évidemment, il faut comprendre que ça, c'est que si le bureau ferme complètement et que personne n'a accès au service. Noël, jour de l'an, souvent, il y a 2-3 jours de fermé. Des fois, il y a des gens qui vont fermer entre Noël et jour de l'an complètement. Donc, il faut être en mesure d'aviser les patients que le bureau est fermé. Oui, Nicolas? Juste pour ce qui est des vacances, au fond, est-ce qu'on doit informer nos patients justement qu'on part en vacances une semaine dans le sud ou qu'on ne sera pas présent de telle date? Si tu es tout seul au bureau, oui. Si tu es une équipe, le bureau ne ferme pas au complet. Okay. Toi, tu peux être en vacances, mais le bureau continue de fonctionner. Comme moi, ça fait quoi? Ça fait 3-4 semaines que je n'ai pas vu de patients. Là, je ne fais plus de clinique là, avec ce que j'ai. Fait que c'est pas, je fais du télétravail. Fait que là, tous les patients savent, mais le bureau fonctionne pareil. Il y a 3 audios au bureau. Là, fait que il n'est pas fermé. Naïma, quand elle a fini de travailler avec nous, puis Cathy, il informe que je suis absent pour un problème de santé puis que je devrais revenir un peu plus tard à l'automne. Tout simplement. Mais si tu es tout seul, ça c'est dans le cas où tu es tout seul dans ton bureau, tu as ton propre cabinet, que là tu pars une semaine en vacances, ben tu dois les informer quand même plusieurs jours d'avance en mettant une affichette dans le bureau que le bureau va être fermé de tel jour à tel jour. Oui, Jean-François? Qu'est-ce qu'on fait avec les points de service qui sont ouverts juste quelques jours par semaine? On indique quand on est là puis comment ils peuvent nous rejoindre. C'est pas nous, on a des points de service, là, on est là maintenant 1 fois par semaine ou 2 jours par semaine. Donc, on est fermé plus que 2 jours consécutifs. Ben, ils sont toujours capables de nous rejoindre via, on donne l'info qu'ils sont capables de nous rejoindre via, par exemple, un numéro sans frais. Ils sont capables de nous rejoindre via l'adresse courriel, via la page Facebook. Fait que, ils sont toujours capables, ils sont capables de nous rejoindre de toute façon, même s'ils sont dans un point de service. Okay. Le bureau, oui, le bureau physiquement il est fermé, mais on est capable de donner du service pareil. Cessation d'exercice, comme je vous dis, on va passer relativement rapidement dessus. C'est simplement, ça a l'air niaiseux, vous n'avez pas commencé à pratiquer puis je vous parle d'arrêter de travailler. Ce n'est pas le but. C'est que la présente section s'applique à la disposition des livres, des dossiers, des registres tenus et des équipements détenus par un audioprothésiste qui sert d'exercer sa profession. Donc, ça concerne tout ce qui contient un bureau quand tu arrêtes de pratiquer. Par contre, ça ne s'applique pas à un audioprothésiste qui cesse d'exercer sa profession alors qu'il est à l'emploi d'un audioprothésiste. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple. Mon beau-père travaillait pour moi et ma conjointe, il était un employé. Quand il a arrêté de travailler, il n'a pas fait une cessation d'exercice. Il était un employé. C'est un employé qui cesse de travailler pour toi parce qu'il va travailler ailleurs. Ce n'est pas une cessation d'exercice. C'est-à-dire, ça va s'appliquer si tout le monde arrête de travailler en même temps. C'est-à-dire, tu fermes le bureau complet. Tout le monde quitte, tout le monde s'en va, tout le monde t'a gagné à l'automax, puis c'est bye-bye boss. Là, tu fermes tout le monde, tu as gagné 50 millions, puis tu es 5 dans le bureau. Tu dois peut-être arrêter de travailler. Mais c'est pas un employé cesse de travailler, ce n'est pas une cessation d'exercice. Donc, dans la présente section, rien ne doit être interprété, on va passer assez vite, là, ne doit être interprété comme excluant l'utilisation de l'informatique ou toute autre technologie pour la conservation des éléments, donc tenue de dossier, tout ça.
pourvu que la confidentialité des renseignements y soit contenue, qui sont contenus ainsi que l'exercice des droits d'accès et de rectification soit assuré. En fin de compte, ce règlement-là est relativement simple, c'est pour protéger les patients. C'est que si un audioprothésiste cesse de pratiquer, il doit s'assurer de trouver soit un gardien de ses dossiers, soit qu'il a vendu son bureau, donc le nouveau propriétaire devient le gardien des dossiers. Et si ce n'est pas le cas, c'est le secrétaire général de l'Ordre qui en devient le gardien. Donc, parce que le droit des patients de consulter un audioprothésiste doit toujours être préservé. Et c'est ce que ça dit. Donc, quelqu'un qui cesse définitivement d'exercer sa profession ou qui a accepté de remplir une fonction qui l'empêche de compléter les services, tu dois, dans les 15 jours de la date prévue de la cessation d'exercice, aviser le secrétaire de l'Ordre pour dire que c'est telle personne qui va s'occuper des dossiers. Donc, par exemple, moi, Patrice Pelletier, je suis tout seul dans mon bureau. J'occupe une fonction qui fait que je vais travailler, je ne sais pas moi, à Perth en Australie. Ça serait le fun, on ne peut pas voyager, mais mettons, ça serait le fun. Ou travailler à Tokyo, au Japon, peu importe. Et que là, mes dossiers, j'ai trouvé quelqu'un, c'est tel audioprothésiste qui va s'occuper de mes dossiers durant le temps que je ne serai plus là. Donc, il faut que tu trouves un gardien provisoire si tu cesses définitivement de pratiquer ou si tu cesses provisoirement, tu dois trouver un gardien. Donc, si tu n'as pas été capable de trouver quelqu'un, c'est le secrétaire de l'Ordre qui va s'en occuper. Ce règlement-là, c'est ce que ça dit. Si on décède, et ça nous est arrivé à l'Ordre, j'étais président à l'époque, un audioprothésiste est décédé. En exercice de fonction, il y avait sa clinique. Retrouvé mort chez lui après 1 mois. C'était compliqué. Là, pas de gardien provisoire, c'est un décès subi. À moins qu'il ait gradué? Non. C'est un audioprothésiste qui avait peut-être une vingtaine d'années de pratique. Il y avait des problèmes de santé, des problèmes de consommation, puis décède. Il y avait cette clinique, décède. Fait que là, le secrétaire général est devenu gardien provisoire des dossiers pour s'assurer que les patients puissent continuer d'être vus. Mais les patients avaient le droit de transférer leur dossier chez un autre audioprothésiste. C'était pas... Fait que là, c'est sûr que la succession a voulu vendre les dossiers, a voulu vendre la clinique parce que c'était pas... Personne n'était audioprothésiste dans la famille. C'était relativement complexe, ce dossier-là. Quelqu'un qui décède subitement. Mais dans la majorité des cas, la majorité des gens vont avoir trouvé un gardien provisoire. Oui, Jean-François? Par gardien provisoire, ça veut dire qu'on trouve une autre clinique qui veut les cas? Oui. Puis si jamais on choisit une clinique, puis que les patients ne sont pas d'accord, eux, ils vont demander un transfert de dossier à partir de là? Oui. Tu avais juste à pas être suspendu, radié temporairement ou faire des trucs un peu croches. C'est arrivé avec, quand on va y arriver tout à l'heure, il y a un audioprothésiste à qui c'est arrivé d'avoir ce problème-là. Donc, ce n'est pas l'audioprothésiste qui décède, est radié de façon permanente, son permis est révoqué, le secrétaire prend possession des éléments visés à l'article 21 dans les 60 jours, sauf si l'audioprothésiste avait convenu d'une cession. Donc, par exemple, c'est déjà arrivé, un audioprothésiste est radié de façon temporaire pour 6 mois. Cet audioprothésiste-là avait trouvé un autre audioprothésiste pour s'occuper de ses dossiers. Ce qui est un peu con, c'était un audioprothésiste qui était monté en Montérégie puis avait trouvé quelqu'un pour s'occuper de ses dossiers dans le Bas-Saint-Laurent. C'était comme pas proche. Là. C'est pas fait. L'audioprothésiste dans le Bas-du-Saint-Laurent, j'étais président de l'Ordre, il vient voir, il m'était tombé dessus. Là, j'avais dit à l'audioprothésiste, je dis, écoute, le comité de discipline a rendu une décision. Je dis, pourquoi tu viens me parler de quelque chose sur laquelle c'est l'audioprothésiste qui était radié qui avait mainmise. Puis cet audioprothésiste-là avait falsifié des certificats médicaux, il a fait un paquet de patentes. Il a mérité. Là. Je dis, ouais, mais là, tu es radié, c'est pas mon problème, t'as rien qu'à pas faire des niaiseries puis t'as pas de problème. Donc, il avait trouvé une cessation pendant 6 mois. Dans le cas où une cessation avait été convenue, mais qu'elle ne peut être exécutée, l'audioprothésiste ne veut pas, ça retombe toujours dans les bras du secrétaire général. Donc, dans le cas d'une cessation définitive, souvent c'est planifié, donc il y a vente de bureaux, il y a vente des différentes choses. D'habitude, ça se passe assez bien. Dans la majorité des cas où il y a une cessation permanente, par exemple, mettons, moi, je déciderais de vendre mon bureau au complet. Bien, souvent, l'audioprothésiste qui va racheter le bureau, souvent, il va vouloir que l'audioprothésiste qui vend reste au service de la boîte pendant à peu près 6 mois pour assurer une transition.
C'est en moins l'audioprothésiste. Non, non. Je vends, je m'en vais, je suis tanné, pour différentes raisons. Mais c'est vrai, ça peut arriver. Mais tu sais, d'habitude, dans l'achat d'un bureau, souvent l'audioprothésiste qui vend va être resté à l'emploi pendant quelques mois pour assurer une certaine transition. Pour dire, j'ai vendu, je m'en vais, je vais élever des lapins, je ne sais pas, dans le fin fond de Bellechasse, ou je ne sais pas, des lapins ou des moutons, ou des canards, on ne sait pas, ou je vais à la pêche, à la mouche, aux îles de la Madeleine pour le restant de mes jours, pour manger du homard puis du craud. C'est pas, peu importe, je vais élever des chiens, n'importe quoi. Du tricot à la main. Des gens changent. J'ai déjà vu un audioprothésiste. Quand j'ai commencé à pratiquer, il y avait un audioprothésiste dans l'Outaouais. Elle était tellement tannée de la pratique, elle s'est en allée dans l'élevage de chiens. Elle, on s'entend-tu que c'est complètement à part? Elle n'aimait pas ça. C'est correct. C'est pas. Fait que c'est ça. Fait que, d'habitude, tu vends ton bureau, tu as quand même monté une affaire, c'est pas pour la donner non plus. Là, fait que tu as cette possibilité. Oui, Naïma? Est-ce que c'est pareil pour les gens, par exemple, qui sont en congé maladie pendant plusieurs mois, par exemple? Oui, si tu es tout seul dans ton bureau, par exemple, si moi, j'étais tout seul dans mon bureau, il faudrait que je m'organise pour cette année que je ne suis pas capable de donner le service. Il faudrait que je m'organise pour que quelqu'un puisse donner le service chez nous. Oui, même principe. Tu sais, quand on parle d'une cessation, on va y arriver une cessation temporaire. Oui, Nicolas? Mais justement, par rapport à ça, mettons, congé de maladie pendant 6 mois, tu reviens 6 mois plus tard, il y a quand même des chances que tu aies perdu des patients aussi, des patients qui vont peut-être vouloir rester là l'autre bord. Puis... Ça se peut. Oui, c'est une possibilité. C'est pas la vie est en fait d'écueil que tu dois surmonter. Oui, ça arrive. Même si le gardien provisoire essaie au mieux de préserver les intérêts des patients, il y a des patients qui vont dire il n'est pas là, il n'est plus là, je vais voir ailleurs. Oui, tout à fait. La vie, c'est une pelletée de marde qu'on mange à la petite cuillère. Donc, je fais des blagues, là, mais je veux dire, il arrive des choses dans la vie qui fassent que tu n'as pas le choix. C'est malheureusement. C'est pour ça que c'est toujours plus complexe quand tu es tout seul dans ton bureau. Quand tu ouvres une clinique, tu es tout seul, tu sens haut, sang et eau, la misère. Et que tu mets beaucoup d'énergie, tu mets beaucoup de temps, puis il peut t'arriver un malheur, un accident de voiture, peu importe, une maladie, peu importe. Et là, tu es obligé de restreindre tes activités. C'est sûr que c'est pour ça que beaucoup d'audioprothésistes qui travaillaient seuls, on en voit de moins en moins. C'est pas ça. Ils ont toujours tendance à avoir une équipe autour d'eux. Ils vont souvent avoir tendance 2, 3 cliniques, 4, 5 cliniques, qui fait que tu as quand même beaucoup de personnel, donc tu es capable de mover, excusez l'anglicisme, tu es capable de déplacer les gens pour assurer une continuité de service. Donc, effectivement, quand tu ouvres tout seul, ça peut être c'est valorisant, mais tu vas le voir, ils sont souvent deux. Souvent, c'est un couple qui vont ouvrir. Après ça, il y a d'autres personnes qui vont se greffer à l'équipe. C'est comme ça que ça va être fait. Donc, évidemment, dans le cas d'une cessation définitive, tu dois publier, c'est obligatoire, une petite annonce dans les journaux de la région, par exemple dans les petits journaux, dans un grand quotidien. Les dates et le motif de la prise de possession, les délais que les patients ont pour accepter la cession, ou sinon de demander le transfert à un autre professionnel. Des fois, on va le voir, par exemple, je ne sais pas si vous remarquez, on lit moins les journaux maintenant, mais souvent dans les journaux de papier, qu'on n'a plus à ce temps, dans les avis légaux, ça va arriver qu'on va voir le notaire, machin truc, a cédé son étude à tel autre notaire. Il travaillait tout seul. Souvent, les notaires, c'est des gens qui travaillent seuls. C'est pas, ou un avocat, par exemple, donc il va faire la cession de son cabinet à un autre avocat. Souvent, on va le voir. On le voit moins dans notre cas. On va le voir dans le cas de suspension, de révocation de permis. Écoute, dans le petit journal de la place, tu vois que ton audioprothésiste a une révocation de permis pour 12 mois. Moi, je pars à la cour, je vais chercher mon dossier et je vais ailleurs. C'est pas, tu sais, t'apprends que ton médecin a été suspendu par le collège de médecins. Hein. Entends-tu que c'était pas dans le 10% des meilleurs, hein? C'était plutôt dans le 10% des pas bons. C'est comme, tu sais, tu fais ton propre choix par la suite. Ça devient très, très personnel. Donc, ça doit donner les adresses, numéros de téléphone, les heures du bureau où les gens peuvent être rejoints qui ont les dossiers, puis un avis écrit à chaque patient pour faire un mailing pour dire qu'on a cessé d'exercice puis donner les informations nécessaires. Évidemment, c'est dans le cas où tu as vendu ton bureau, tu cesses définitivement, il faut que tu dises maintenant, c'est Patrice Pelletier a arrêté de pratiquer, il a pris sa retraite, c'est maintenant Pierre Jean-Jacques qui s'en occupe à telle adresse, à tel numéro de téléphone, vos dossiers vont être transférés à cet endroit-là. Donc, les patients peuvent y aller ou choisir d'aller ailleurs.
Lorsque l'avis a été publié que l'intérêt d'un patient le requiert un avis écrit concernant les informations prévues par paragraphe 1, l'aide doit attendu être adressé. C'est dans le cas, par exemple, si l'intérêt d'un patient, comment je pourrais vous dire ça? Je ne pourrais pas. Ce patient-là a déjà fait affaire avec l'autre audioprothésiste chez qui on avait. Le patient avait transféré parce qu'il s'était chicané avec l'autre audioprothésiste. Mais moi, c'est un de mes chums, puis j'y envoie ses dossiers. L'intérêt du patient ne peut pas être protégé parce qu'il ne s'entendra pas avec l'autre. Il faut lui écrire personnellement pour dire, écoutez, les dossiers sont transférés là. Je sais que vous aviez un contentieux avec cette personne-là. Voici la liste d'autres audioprothésistes chez qui vous pouvez aller. Et si vous voulez une copie de votre dossier, en voici une. Donc, il faut protéger toujours l'intérêt du patient. Donc, le CCTA, le secrétaire, tu prends les mesures conservatoires nécessaires pour sauvegarder les intérêts des patients de cette audioprothésiste. Toujours placer le patient au centre, c'est toujours le patient qui est important dans le cas d'une cessation permanente. Tu dois respecter le droit d'une personne, évidemment, de prendre connaissance des documents qui la concernent dans le dossier et d'en obtenir une copie. Ça, c'est un droit inhérent au fait qu'on tient un dossier pour un patient. Ensuite de ça, le secrétaire peut, durant cette période, citer des éléments, il doit les conserver pendant 5 ans. Tu dois toujours respecter les mêmes règlements. Mais rien n'empêche, par exemple, si la personne prend sa retraite n'a pas trouvé de gardien pour ses dossiers, le secrétaire, lui, évidemment, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer d'intéresser des bureaux qui étaient dans la même région pour acheter ces dossiers-là. Le secrétaire ne restera pas, le secrétaire général de l'ordre ne restera pas, gardien pendant l'éternité, au moins pendant 5 ans, mais il va s'organiser pour que les gens puissent continuer à avoir un service dans un audioprothésiste qui est chez un audioprothésiste qui n'est pas très loin. Dans le cas d'une cessation temporaire, c'est un peu le même principe. Il faut toujours donner d'une session permanente, l'audioprothésiste ne reviendrait pas, mais une cessation temporaire, c'est les mêmes articles qui vont s'appliquer. C'est-à-dire qu'il faut que tu trouves quelqu'un, sinon c'est le secrétaire de l'ordre. La personne va s'en occuper temporairement. Donc, tu dois donner l'adresse, numéro de téléphone, mais encore là, le gardien provisoire va préserver les dossiers, mais des patients pourraient transférer les dossiers et ça, tu ne peux pas les en empêcher. Les patients peuvent consulter qui ils veulent. Si l'audioprothésiste n'a pu convenir d'une garde provisoire, il en avise le secrétaire, puis il l'avise alors de la date à laquelle lui ou le gardien provisoire nommé par le conseil d'administration prendrait possession. C'est-à-dire que dans une situation temporaire, tu t'organises toujours. Le secrétaire va en devenir le gardien, sauf qu'il faut qu'il trouve obligatoirement un gardien provisoire autour. Par exemple, un collègue à Québec qui travaille tout seul, puis il doit avoir un gardien provisoire, je pourrais dire, moi, on va s'occuper de ces dossiers en attendant qu'ils reviennent de congé de maladie ou peu importe. Si l'audioprothésiste est radié de façon temporaire ou que son droit d'exercer professionnel est suspendu, c'est le secrétaire obligatoirement qui prend possession. Sauf si un audioprothésiste se trouvait une garde provisoire. Mais d'emblée, dans le règlement, tu n'es pas obligé d'en trouver un, c'est le secrétaire qui va s'assurer de ça. Mais évidemment, là, ça comprend, il faut émettre un avis. Puis ça, les audioprothésistes n'aiment pas ça parce qu'évidemment, c'est leur réputation qui est mise en lien avec ça. Je veux dire, il a été radié de façon temporaire pour 6 mois, pour 8 mois, pour 9 mois, pour 12 mois. Puis ça a beaucoup d'autres conséquences. Pas juste le fait que tu as un gardien provisoire, mais si tu pratiques en société, tu es obligé de vendre tes parts de la société d'audioprothésiste. On va le voir sur le règlement sur la pratique en société. Ça va beaucoup plus loin que juste le fait de dire j'arrête de pratiquer, je prends des vacances pendant 6 mois. Ça a des conséquences qui sont monétaires, qui sont extrêmement importantes. Le fait d'être radié de façon temporaire, de façon permanente, tu ne peux pas demeurer gardien, tu ne peux pas demeurer gestionnaire d'une société d'audioprothésistes. Donc, ça a des impacts financiers qui sont extrêmement importants. Si tu as pu convenir, c'est un peu le même principe, les mêmes articles qui se répètent, mais si tu as une cessation permanente, une cessation temporaire ou une radiation. C'est un peu le même principe qui s'inscrit à travers ça. Il faudrait que j'enlève le petit rideau, finalement. Même principe, dans le cas de garde provisoire, n'a pas été, c'est toujours le secrétaire. Finalement, le règlement dit que tu as une cessation temporaire, une cessation permanente, tu es radié de façon temporaire, tu es radié de façon permanente. Le gardien provisoire, c'est toujours le secrétaire général de l'ordre. À moins que tu aies convenu qu'il y ait un gardien soit permanent quand tu arrêtes de pratiquer, c'est lui qui va s'en occuper. Il faut informer les patients, il faut le publier dans les journaux, il faut agir avec diligence et il faut que le patient
garde tous ses droits et que le patient a un droit primordial d'avoir copie de son dossier et d'aller ailleurs. Ça, c'est pas, tu ne pourrais pas, le gardien provisoire pourra dire non, il revient dans 4 mois, vous ne pouvez pas partir, tu ne peux pas faire ça. Je sais qu'il y en a qui essaient de le faire pareil, mais tu ne peux pas faire ça. Le patient va dire écoute, il est irradié de façon temporaire, il ne doit pas être si bon que ça s'il est irradié. Moi, c'est le premier réflexe que j'aurais. C'est pas donne-moi mon dossier, je vais aller ailleurs, je m'en fous. C'est pas, je ne suis pas attaché. Dans le cas de la radiation temporaire ou la suspension du droit d'exercice de plus de 6 mois, le gardien provisoire est assujetti aux obligations de l'article 26. L'article 26, si on remonte, l'article 26, c'est quand c'est plus de 6 mois, de faire un avis de la date de la prise de possession, le motif de la prise de possession, radiation. Ça fait mal. Les audioprothésistes ont été radiés pour plus de 6 mois. Là. Et dans le petit journal de la place, c'est que Patrice Pelletier, audioprothésiste, a été radié pour 6 mois. Vos dossiers sont transférés à tel audioprothésiste, c'est lui qui en a la garde. Il me semble que tu dois avoir une espèce de pep talk avec tes patients quand ils reviennent, puis ils te demandent tu as été radié pour 6 mois, pourquoi? C'est public en passant. Hein? C'est un processus quasi judiciaire, c'est public. Donc, quand je vous ai mis le lien de la SOCIJ, de la Société québécoise d'information juridique, vous pouvez aller voir tous les jugements d'audioprothésistes qui ont eu lieu depuis les 15 dernières années. Sur quoi, qui, pourquoi, quelle est la sentence, vous pouvez aller voir ça, c'est public en passant. Et sur le site de l'Ordre, le rôle d'audience des différentes du comité de discipline sont également là. Qui est poursuivi par qui, pourquoi? Vous pouvez le voir. Oui, Nico, tu avais levé la main? Non, ben c'est beau, tu as répondu, mais ils disent vraiment en détail c'est pourquoi il a été radié. Puis... Tu as le jugement au grand complet. Là, pour avoir été au comité de discipline, les jugements, c'est des fois 25-30 pages, là, puis tu as le jugement en intégralité. Puis des fois, la cause est portée au tribunal des professions. Mais tu vas dans la section tribunal des professions, tu tapes le nom, tu as le jugement. Tu as tout. C'est public. La justice est publique au Québec. Sauf les éléments qui pourraient être déterminés à huis clos. Je veux dire, la justice, elle est publique. Tu peux assister à des... Tu vois, il y a une des grandes salles au Palais de justice à Québec. Tu peux aller t'asseoir dans la salle et assister à des procès criminels. C'est public. Tu peux t'asseoir et assister à... Moi, ça m'est déjà arrivé. Quand j'étais... Il y a 20 ans, quand j'ai fait ma maladie de Hodgkin, j'étais en congé, j'allais au comité de discipline. J'allais assister. Parce que j'étais une maudite grosse mère, hein, ça, c'est une autre histoire. C'est pas, mais j'avais du temps à ce moment-là, j'étais en arrêt de travail. Fait que j'y avais été. C'est pas. Puis honnêtement, oui, je lis les jugements qui sont faits. C'est pas. Vous pourrez lire quelques jugements. J'ai signé des jugements d'ailleurs. Je l'ai signé peut-être une dizaine. Au total, une douzaine. Là, c'est pas. C'est parce que j'étais membre du comité de discipline. Mais c'est public. Vous pouvez aller lire ça. C'est toujours intéressant. Mais moi, j'ai du temps. Ben là, je me couche beaucoup plus tôt, je vous dirais, depuis ce qui m'arrive. Je ne me couche plus aux petites heures du matin. Mais sinon, c'est quelque chose que je vais voir régulièrement. Les jugements sortent, je vais voir les rôles d'audience, savoir qui est poursuivi. Ça fait partie de ma personnalité. Donc, on était aux avis lorsqu'on a, lorsqu'on est pour plus de 6 mois. Donc, comme je disais, c'est toujours le secrétaire de l'Ordre qui le fait. Dans le cas d'une radiation de plus de 6 mois, tu es obligé de faire l'avis dans les petits journaux. Lorsqu'une décision a été rendue contre un audioprothésiste limitant son droit d'exercer ses activités professionnelles, c'est déjà arrivé qu'un comité de discipline a rendu ce type de décision-là, tu dois trouver un gardien provisoire dans les 15 jours et tu dois aviser que tu es limité par ce que tu es capable de faire. Souvent, c'est ce qui va arriver au comité de discipline, c'est qu'on va imposer que la personne fasse la pratique, mais sous supervision. On limite son droit de pratique. Excusez-moi, la personne qui parle, je parle du comité de discipline. C'est-à-dire qu'il y a une limitation de son droit de pratique parce qu'il est incapable de prendre des mesures in vivo. Il a blessé des patients parce qu'avec ses prises d'impression, donc il doit suivre de la formation, il doit suivre de la formation de perfectionnement. Donc, on pourrait limiter son droit de pratique et les patients doivent en être informés et souvent, il va le faire sous supervision. Donc, le gardien va s'occuper des dossiers, mais l'audioprothésiste va exercer sous supervision constante. Donc, si l'audioprothésiste n'a pu déterminer le secrétaire, le gardien provisoire nommé par le conseil d'administration, et ça, c'est super important. Dans le cas d'une limitation de droit d'exercice, si l'audioprothésiste n'a pas trouvé quelqu'un, le conseil d'administration va nommer quelqu'un qui va être dans ses shorts pendant toutes les procédures
Et c'est déjà arrivé des limitations de droit d'exercice. Le comité d'inspection va voir des choses, ils vont faire une enquête sur la compétence. On va le voir il y a 2 pans, l'inspection professionnelle, la surveillance générale et l'enquête particulière. Et si on fait une enquête sur la compétence, on, excluant la personne qui parle toujours, si on fait une enquête sur la compétence, il pourrait y avoir effectivement une limitation du droit d'exercice au bout de ça et que la personne doit suivre la formation. Donc, voyez-vous, cessation d'exercice, grosso modo, c'est relativement simple. Cessation permanente, temporaire, radiation ou limitation d'exercice. Au bout de la course, ça prend toujours un gardien qui prend soin des dossiers pour prendre soin des patients. Et s'il n'y en a pas, c'est le secrétaire général qui s'en occupe. Dans le cas d'une cessation permanente ou dans le cas d'une radiation pour plus de 6 mois, il faut publier un avis dans les journaux. C'est assez simple. Il n'y a pas grand-chose à retenir à ce niveau-là. Oui, Jean-François? Comment ils sont attribués, les dossiers, par le secrétaire? Parce qu'on s'entend que c'est des patients gratuits. Il les donne-tu? Est-ce qu'ils vendent? Est-ce qu'il en donne un peu à tout le monde? Est-ce que... Bien, c'est lui qui est le gardien. Donc, si le patient transfère, tu es obligé de l'envoyer. C'est une obligation. Dans le cas d'une cessation définitive et que la personne n'aurait pas trouvé de gardien, le secrétaire, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de vendre ces dossiers-là. Dans le cas d'un décès, par exemple, de la succession, on avait demandé l'aide du secrétaire de l'ordre pour essayer de trouver quelqu'un qui était pour racheter les dossiers. Okay. Tu sais que l'audioprothésiste est décédé, tu vas-tu payer le gros prix ou tu vas attendre que les patients vont venir et tu vas en récupérer gratos? Ça dépend toujours comment tu veux planifier et bénéficier de tes choses. C'est très comment je peux te dire ça? Tout est en relatif. Dans le cas d'une cessation permanente, d'une radiation permanente, par exemple, c'est jamais arrivé, il n'y a jamais personne qui a été radié de façon... Non, c'est pas vrai. Ben oui, elle n'a pas été radiée de façon permanente, mais vu que la personne ne pratique plus, c'est un audioprothésiste dans le coin de Longueuil. C'est comme si elle avait été radiée de façon permanente. Quelqu'un va dire, tu lis dans les journaux que Patrice Pelletier a été radié de façon permanente, il est tout seul dans son bureau, personne ne va se pousser au portillon pour acheter ses dossiers. Ils vont dire, ils vont aller ailleurs pour les avoir gratuits. À moins que quelqu'un veuille acheter l'emplacement, là, c'est différent. Mais tout étant relatif, il faut le voir de cette façon-là. Mais le secrétaire n'a pas... Oui, vas-y, Naïma. Je me demandais si ça coûtait cher d'acheter les dossiers. En fin de compte, c'est que ça dépend toujours d'acheter un bureau d'audioprothésiste, ça dépend toujours du bénéfice que ça fait. Tu vas toujours avoir, lorsque tu achètes un bureau, il y a toujours une procédure comptable qui va être faite. C'est quand même un processus qui est quand même relativement complexe. Les dossiers en soi, c'est ce qui vaut de l'argent dans un bureau parce que c'est ton achalandage. Sauf que tu veux acheter un bureau, ben, quelqu'un veut vendre son bureau, ben, il y a toute une procédure comptable. Tu t'entends sur un prix, tu t'entends sur un montant, tu t'entends sur les différentes modalités. Est-ce que ça coûte cher, est-ce que ça ne coûte pas cher? Je dirais, un bureau qui dégage peu de bénéfices va coûter beaucoup moins cher qu'un bureau qui en dégage beaucoup. Là, c'est une question comptable. C'est un bureau qui rapporte, je dis des chiffres, n'importe quoi. Okay? Un bureau qui rapporte 10 piastres par année va se vendre beaucoup moins cher qu'un bureau qui en rapporte 100 millions. Puis je donne 2 extrêmes complètement débiles. C'est relatif. C'est relatif toujours. C'est vraiment comptable. Ça se compte, c'est des jurys comptables qui vont faire ça. C'est des comptables. Ça s'appelle une procédure due diligence en comptabilité que ça s'appelle. Tu fais affaire avec ton propre comptable, l'acheteur fait affaire avec son comptable, tu en évalues la valeur, il en évalue la valeur, tu t'entends sur un prix, puis c'est comme ça. Et tu te dire le prix d'un dossier spécifique, à mon avis, un dossier CNSST vaut probablement plus cher qu'un dossier RAMQ. Fait que tu as un bureau qui aurait beaucoup de dossiers CNSST, le prix va être beaucoup plus élevé qu'un bureau qui aurait que des dossiers RAMQ, par exemple. C'est la valeur de ce que tu es capable de facturer dans un cas CNSST par rapport au renouvellement des prothèses, par rapport à un paquet d'accessoires, contrairement à ce que tu es capable de faire via un bureau avec un patient RAMQ, un patient vétéran. C'est très différent. D'habitude, tu as une mixité de clientèle dans ton bureau, mais dans certains quartiers de Montréal, par exemple, où là, tu as une concentration beaucoup plus élevée. Moi, j'avais un collègue qui avait un bureau dans Verdun. 90 % de sa clientèle était RAMQ. Il n'y avait pas de CNSST, il n'y avait pas de travailleurs, il n'y avait pas de vétérans, il y avait quelques privés. Fait que c'est sûr que le bureau avait une valeur qui était beaucoup moins grande que quelqu'un qui a un bureau dans une région ressource où tu as 75 % de ta clientèle qui est CNSST, par exemple. Il faut toujours l'évaluer comme ça. C'est jamais,
je vais vous dire ça, c'est difficile d'en évaluer la valeur à la pièce. Parce que je sais qu'à un moment donné, il y a énormément d'années, ils disaient que ça se vendait peut-être, je ne sais pas moi, entre 75 et 100 $ le dossier. Mais encore là, ça prend des dossiers actifs. C'est comme, à ce stade, vraiment, c'est une procédure comptable qui se fait. Il nous reste une vingtaine de diapos. On prendrait la pause tout de suite, juste pour, quand on va rentrer là-dedans, qu'on puisse faire la régie jusqu'au bout. Siri m'appelle. Désolé. Fait qu'on va prendre la pause tout de suite. On va prendre quoi, une dizaine de minutes. On va venir vers -5 à peu près, pour qu'on puisse peut-être, on aura peut-être pour une demi-heure, 40 minutes pour le reste. Là, fait qu'on finira peut-être vers 1h30 à peu près. Ça vous convient? Good. Tantôt. Bien? Oui. Bon. En fait, c'est une question par rapport au stage. La semaine passée, ça a passé vite, là, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. Tu disais que si jamais, là, ça peut être comme 2 places de stage, qu'est-ce que tu entendais par là? En fin de compte, c'est que souvent, il y a des gens qui ont plusieurs cliniques. Okay. Donc, qui vont faire des stages dans 2 cliniques. Mettons, toi, c'est au groupe à Mayou, mais mettons, tu pourrais aller à une autre place du groupe qui est proche. C'est correct. C'est que je veux l'adresse principale parce que c'est cette audioprothésiste-là que je vais contacter. Mais que tu promènes dans 2, 3 cliniques du groupe, par exemple. Principalement, tu vas être à Mayou, mais tu pourrais te ramasser, je ne sais pas, à Quatre-Bourgeois une fois, te ramasser à Charlebourg, te ramasser whatever. Peu importe la clinique, c'est pas grave. C'est pas un problème. Puis même, on favorise ça. Ça te permet de voir différents environnements. Parce que ça serait justement ça que je pourrais faire, mais ça ne serait pas la même superviseur. C'est pas grave. C'est pas grave, Catherine. C'est pas grave parce que moi, la communication que je vais faire, c'est Geneviève, je pense, qui est à... non, j'ai mis Marie-Ève dernier. Marie-Ève. Ben, c'est ça, mais en fin de compte, c'est que ça nous prend un contact pour envoyer les papiers, signer la convention de stage. Je vais vous donner un exemple. Naïma va faire son stage chez nous, mais toutes les audioprothésistes du bureau vont la superviser. Mais c'est que ça prend un audioprothésiste qui est le canal de communication. C'est plusieurs personnes parce que... Tu m'entends toujours? Oui, je t'entends. OK, ouais, là, c'est parce que mes écouteurs viennent de débarquer. Donne-moi une seconde. OK. On va retourner en analogique. On va retourner avec des fils. C'est bon. C'est ça, c'est que puis même on favorise ça qu'il y ait plusieurs audioprothésistes qui interviennent auprès d'un stagiaire ou d'une stagiaire. Parce que ça permet de voir différentes façons de fonctionner. Tu arrives au même but, mais souvent tu passes par des chemins. On favorise beaucoup cette espèce d'émulsion-là qui se fait à travers les différents audioprothésistes de clinique. Beaucoup plus expérimentés, moins expérimentés. Puis c'est pas non, puis de pratiquer à 2, 3 cliniques, il n'y a pas de problème pour ça. C'est que nous, on veut un contact. Puis qu'il y ait un autre audioprothésiste qui te supervise quand tu es là. Je vais te donner un exemple. Quand théoriquement, c'est moi qui va être le maître de stage à Naïma, mais quand je suis au bureau, ben, c'est un autre audioprothésiste qui va superviser, puis c'est correct comme ça. OK. Ben, je trouvais ça riche, autant que c'est pas la même personne, mais autant que c'est 2 bureaux différents. Ça permet de voir... tu as une structure de base qui est la même, mais chacun a ses propres petites particularités. Oui. C'est parfait comme ça, honnêtement. Là, moi, ça m'interpellait beaucoup, puis on a parlé avec ma boss, puis elle a dit que c'était possible aussi de son côté. Fait que je voulais juste m'assurer que j'avais bien compris. Là. On l'encourage très, très, très fortement. Bon, ben je vais faire ça. Fait que sache que ma principale, c'est Mayou avec Marie-Ève, mais je vais me promener sûrement à Quatre-Bourgeois aussi. Il n'y a pas de problème. Puis de toute façon, quand on va mettre en place, et ça va juste en janvier, la journée de supervision. Là, moi, je vais parler avec toi, je vais parler avec Marie-Ève, puis on va mettre, je ne sais pas si c'est moi qui va le faire, mais ça va être moi, Olivier ou Daniel. Quand on va mettre la journée de supervision, on va dire, parfait, on va superviser Catherine tel jour, on veut telle affaire, puis ça va être à quel endroit, on va le spécifier. C'est déjà arrivé, j'ai eu de la supervision dans Beauce. J'ai demandé que ça soit à Sainte-Marie puis pas à Saint-Georges. C'était proche. Les prothésistes se déplaçaient dans les 2 cas. C'était pas. On est capable. Puis, comme je te dis, on le favorise beaucoup. Que les gens se déplacent à travers les cliniques. Fait qu'il n'y a pas. C'est même une très bonne chose. De la diversité. Oui, tout à fait. Exact. Bon. Ben, merci beaucoup. Ça fait plaisir, Catherine. Bonne fin de journée. Salut. Toi aussi. Bye bye.